Bonjour, bonsoir. Ici, vous êtes en présence des étudiants cinéphiles, et ici, c'est le Cinoche de Bonsaï qui vient vous présenter ceci. Et aujourd'hui, c'est un nouveau concept avec un très cher ami qui va se présenter dans quelques instants. Un concept qui est de présenter des films qu'on n'a pas vus chacun de nous. Voilà. Moi, j'ai vu certains films que mon ami n'a pas vus, et cet ami a vu des films que je n'ai pas vus, et peut-être des films que vous n'avez pas vus aussi, ou que vous avez vus. Et on va essayer un peu de vous donner envie de voir ces films. Voilà, donc on va commencer par 2 films chacun, 2 films intéressants. Voilà, 4 films au total, en espérant que vous allez bien aimer. N'hésitez pas aussi à nous conseiller des films, peut-être, et dire vos avis sur ce film-là en commentaire. Donc voilà, donc je vais laisser présenter mon ami. Attention, c'est la première fois qu'il arrive sur YouTube, donc je vous donnerai un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Donc salut à tous, moi c'est Val. Je suis très content de participer à ce projet. Donc en espérant venir ici le plus souvent possible. Et donc comme vous l'a dit Banzai, on va vous parler de 4 films aujourd'hui, deux chacun que l'autre a vu et que l'autre n'a pas vu. Voilà. Donc moi pour ma part je vais vous parler du dernier Pixar en date, En Avant, et du dernier Clint Eastwood, Le cas Richard Jewell. Alors pour mon cas, je parlais de films qui sont déjà en VOD ou en DVD, ou bien sûr pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique, illégalement on va dire un peu. Mais bon, alors je parlais d'un film récent de l'année dernière, fait par un grand réalisateur d'auteur, Monsieur Lars von Trier. C'est le premier film que j'ai vu de lui, c'est The House That Jack Built, un film très, je peux dire drôle, mais bon, beaucoup d'humour noir dans ce film. Et beaucoup axé sur la grande culture, pour citer quelqu'un que nous deux connaissons bien, peut-être que vous connaissez aussi. Et voilà. Et aussi, je vais parler d'un film plus ancien. Je vais parler d'un film que j'admire beaucoup, un film d'un de mes réalisateurs préférés, un film de Martin Scorsese, en noir et blanc, un film de boxe, c'est Wrecking Ball. Donc voilà. Donc je pense que je parle peut-être en tout premier lieu d'un film, peut-être je vais parler en tout premier lieu de The House That Jack Built. Après tu parleras, je sais pas, d'un film, et après je parlerai d'un film après. Okay, voilà. Parce que c'est un peu en impro, donc voilà, c'est ça le problème aussi. Peut-être. Donc voilà, donc je vais commencer avec The House That Jack Built, voilà, avec un très bon accent anglais. J'espère que des gens vont remarquer ce bel accent. Peut-être Jules Melon, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, The House That Jack Built, c'est un film de 2018 de Lars von Trier qui parle de quoi? De quoi parle-t-il ce film? C'est tout simple ou un peu complexe. C'est d'un sorte de serial killer, mais qui a une obsession sur la grande culture, sur l'art, surtout voilà, des grandes œuvres classiques, de l'histoire de l'art. Il adore les cathédrales, tout ce qui est gothique et compagnie. Voilà, c'est franchement très drôle ce film, une mise en scène assez particulière. Ça m'a fait un peu penser à... J'ai pas vu ce film, mais j'ai déjà vu des extraits. C'est Bienvenue près de chez vous, je sais plus, un film avec Benoît Poulvold. Bienvenue près de chez vous, je crois. Non, ça se passe près de chez vous. Ça s'est passé près de chez vous. Voilà, qui se moque un peu de tout ce qui est tellement vrai et tout. Et je trouve un peu dans la mise en scène, dans la caméra, je sais pas, c'est la caméra, elle bouge en même temps avec le serial killer, et après, d'un coup, il n'y a pas de cut. Il y a rarement des cuts. Hein. Tu vois beaucoup la caméra bouger entre les différents personnages et tout. Et ça donne un côté plus réaliste. On se sent immergé un peu dans cette scène de crime et dans ces 4 tentatives, ces 4 incidents, comme il dit, c'est un incident, hein, voilà, où il tue des gens pour le plaisir, comme dirait la chanson. Et franchement, voilà, bien sûr, une référence de bof, ça, c'est toujours là. Mais même, je trouve qu'en termes de scénario, je trouve que c'est excellent parce que c'est un serial killer, mais c'est dans ces incidents, tout se passe pas comme prévu. Par exemple, il y a des moments où il veut rentrer chez une femme pour la tuer, mais en gros, il dit qu'il est policier, mais la femme ne pense pas qu'il est policier. Donc, il se fait « Ah bah merde, alors, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle me laisse rentrer ?» Et il trouve des stratagèmes et trucs comme ça. Et parfois, il y a plein de péripéties un peu, je sais pas, assez réalistes, hein, et qui renforcent un peu l'humour, le côté un peu drôle du film, c'est ça. Hein. C'est un côté beaucoup humour noir. Et est-ce que tu conseillerais ce film pour, en tant que comédie, genre passer un moment tranquille en famille, c'est vraiment
de la comédie noire. C'est pas vraiment. Tu mets pas ce film-là en mode ok, je vais rigoler quoi. Ah non, non, c'est pas en mode je vais rigoler. En fait, moi, ce qui me faisait rire, c'est j'étais choqué, je me dis, ouais, putain, qu'est-ce que c'est? Bah, après, tu sais que c'est un film, donc tu rigoles, mais toi, le truc qui me fait rire, c'est ce décalage entre la réalité de ce qui se passe. Le mec, il tue des gens, mais après, il fait une sorte de mise en scène comme des œuvres d'art. Tu dis, putain, c'est pas possible, il tue des gamins, il tue des femmes, tu fais, oh, putain, c'est pas possible. Et après, quand tu vois sa réaction, le mec, il est froid, mais il est normal, tu vois. Tu fais, putain, c'est pas possible. Ou encore, il fait des choses parfois avec, je sais pas, il y a un exemple avec un corps d'un gamin, mais je vais pas plus expliciter. Mais il te fait un truc avec le corps du gamin. Tu fais, ouais, putain, mais t'as peur, toi. Après, il te montre un plan où tu vois la gueule du gamin. Tu fais, ouais, putain, t'es choqué, tu fais, oh putain, c'est horrible. Toi, t'as l'impression que c'est Chucky, le gamin. Tu fais, ouais, putain. Toi, tu rigoles. Après, est-ce que c'est un rire nerveux? Je pense que oui, mais Non, après, ça, c'est pas un film non plus à prendre trop au sérieux. C'est de l'humour noir, très très noir, mais c'est assez décalé. Après, ça dépend de l'humour. Mais voilà, c'est très bien réalisé, très bien écrit. Après, si vous avez des références en art, c'est excellent. Parce que franchement, il fait beaucoup de parallèles avec l'art. Beaucoup de références à des Artistique, à des peintres, avec du Picasso, D'accord. plein de trucs que même moi, je ne sais pas. Mais bon. Donc voilà, donc c'est un très bon film avec beaucoup d'humour noir, donc à pas voir avec Tata Ginette parce que sinon elle fait une crise cardiaque, mais sinon c'est un excellent film, très noir mais très sympathique aussi, ça dépend des gens, voilà, c'est subjectif. Donc je vais laisser la parole à mon ami Val. Eh ben, tu m'as donné envie de voir ce film. Donc, on va partir vers un univers plus féerique, on va dire. On va parler donc, du dernier Pixar en date, du dernier Disney Pixar, En Avant. Donc, En Avant, c'est l'histoire de deux frères qui vivent dans un monde moderne, mais dont on retrouve toujours quand même les traces d'une magie qui est perdue depuis longtemps, mais qui est toujours là malgré tout. Et donc, tout simplement, ils ont perdu leur père très tôt et ils vont se lancer dans un périple afin de pouvoir revoir leur père pendant une journée. Alors évidemment, plein de péripéties, etc. Alors, ça faisait quelques années où on avait beaucoup de suites chez Pixar. Ah, Toy Story. Toy Story 4. Ouais, je crois que le dernier c'était Coco, le dernier film original. Ouais. Et donc là, Pixar revient vraiment en force. Et avec 2 films cette année, donc ils nous gâtent pas mal. Même c'est ça, je crois. C'est ça, ouais. J'ai vraiment trouvé ce film excellent. Après, ça reste du Pixar, donc j'allais dire c'est agréable à regarder, évidemment. Mais ça fera plaisir c'est un film. Alors évidemment, si vous êtes assez proche de la culture geek, etc., vous allez adorer ce film. Il y a beaucoup de références aux jeux de rôle, tout ce qui est jeux de société, jeux de cartes, Magic, tout ce qui est univers fantasy, tout simplement, parce que c'est un univers comme ça. Mais en même temps, ça tranche aussi avec le côté moderne. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on a un mélange de 2 univers. Finalement, ça pourrait se passer chez nous et avoir quand même ce côté fantastique, ce côté fantasy. Donc c'est vraiment pas mal. Alors évidemment, comme la plupart des Pixar, la petite larme à la fin, évidemment. Et même la fin est. Alors évidemment, je vais pas spoiler. Je dirais pas inattendu, mais voilà, c'est finalement la fin. On s'attend à autre chose et ce on nous sert est bien mieux, je trouve. Et encore une fois, très 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 émouvant. J'ai vu le film en VF. Donc en VO, les personnages sont doublés par Chris Pratt et Tom Holland, ouais, c'est ça. Donc voilà, je parlerai pas des voix originales du coup. Après, c'est un autre débat, mais je trouve que sur les films d'animation, la VF suffit largement, quoi. Et donc très bonne VF, quoi, rien à dire là-dessus.
J'ai pas spécialement grand chose à dire sur les musiques, voilà, ça m'a pas forcément marqué. Mais voilà, beaucoup de personnages, des personnages haut en couleur, si je puis dire. Les personnages très attachants comme d'habitude chez Disney, chez Pixar. Et encore une fois, excusez-moi, beaucoup plus mature que chez Disney, quoi. Ouais. Par exemple, je sais pas si t'as vu La Reine des Neiges 2. Non, je pense que Non. franchement, je deviens un vieux con, être un peu anti-Disney en ce Ouais. moment, mais après Pixar, c'est ça que j'ai toujours apprécié, Ouais. malgré le fait que peut-être Toy Story 4 m'a un peu déçu. Ouais. J'ai moins apprécié Toy Story 4 que Toy Story 3. Après, Un c'est peu. peut-être dépend de. Pour le coup, Toy Story 4, je m'attendais. Je fais partie des gens qui se disaient, bon, c'est pas essentiel de faire ce film, c'est rajouter un truc qui est pas forcément utile. Et ça m'a surpris vraiment. Je trouve que pour le coup, on se disait, le 3 c'est vraiment une bonne fin. Et là, je trouve que c'est vraiment la bonne fin, quoi. Mais ouais, Pixar, j'adore Pixar. Après, je trouve que pour le coup, Disney, depuis début des années 2010, revient vraiment en force avec Réponse, etc. Après, Ouais. il y a tout qui a suivi. Il y avait eu une grosse traversée du désert entre 2000 et 2010, on va dire, avec des exceptions peut-être comme Lilo et Stitch ou quoi. Mais je trouve vraiment, si on prend, je sais pas, un film comme Vaiana, etc., je trouve que c'est vraiment excellent. Par contre, Ça là, plaît, bien. ouais, mais je déteste La Reine des Neiges. Et le 2, c'est pareil, tu vois, c'est très enfantin, quoi. Et donc c'est pour ça que là, quand tu vois, donc le dernier sorti, c'était La Reine des Neiges, et là, tu prends un film comme En Avant, voilà, c'est vraiment deux salles, deux ambiances, quoi. C'est pas Cucul la praline, C'est plus pour vendre des poupées à Noël que l'autre, c'est vraiment pour faire un film. Ouais, c'est ça, il y a vraiment. de vraies idées, quoi, on va dire. Et encore une fois, c'est assez mature. Même le message, enfin, c'est un film qui parle très bien du deuil aussi, de l'absence. Et voilà, je ne pourrais que vous le conseiller, quoi, si vous aimez Pixar, si vous aimez quand même Disney en général. Ça a quand même bercé l'enfance de pas mal de monde. Et voilà, avec les enfants, etc., vraiment, voilà, je vous encourage à aller voir ce film, quoi, il est très bon. Je passe la parole à mon collègue. Et bien déjà, bravo pour cette première critique, hein, parce que franchement, tu m'as surpris, je pensais. Merci. Franchement, voilà, quelle analyse, donc voilà, on félicite Val. Et donc là, je parlais d'un grand classique du cinéma, un chef-d'œuvre. Pour ma part, après, beaucoup de gens disent que c'est un chef-d'œuvre, peut-être sous-coté, après j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est vrai qu'on ne parle pas trop, c'est de Raging Bull de Martin Scorsese, un film de boxe qui est un peu l'anti-Rocky de l'époque, en plus en sachant que Taxi Driver est sorti la même année que Rocky, et que je crois que l'Oscar du meilleur film a été attribué à Rocky et non à Taxi Driver. Vu que tu mets ça sur la table, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je pense que Taxi Driver, après, Rocky, je l'ai pas vu il y a longtemps, mais je pense que Taxi Driver a plus de symbolique, et Ah. plus profond que Rocky. J'allais dire la même chose, mais à l'inverse, tu vois. Genre Ah ouais. sur Rocky, moi, personnellement. Parce que tu vois, je pense que Rocky, aujourd'hui, ça marque peut-être un peu plus. Et enfin, déjà, c'est vraiment le rôle qui a fait décoller Sylvester Stallone. Et moi, ce que je pense, c'est que, tu vois, Taxi Driver, si tu prends la filmo de Scorsese et de De Niro, je trouve que c'est pas comment dire, c'est pas leur Ouais, meilleur. l'Acme, c'est ça Ouais, c'est le pas plus leur grand meilleur film. collab. C'est évidemment que Taxi Driver est un grand film, c'est excellent. Mais voilà, si tu vois, tu dois comparer un peu les deux, je pense que Rocky mérite plus. Et aujourd'hui, dans la culture pop, c'est beaucoup plus ancré. Oui. Rocky, tu vois, tout le monde a vu C'est Rocky. vrai. Et Rocky, c'est quand même, il y a le côté fun, il y a le côté vraiment le mec qui réussit, quoi. Et Taxi Driver, c'est un peu l'inverse, tu vois, c'est un peu la chute, enfin La chose qu'on doit trouver, qu'on doit creuser pour le c'est trouver, ça, c'est c'est ça. un peu la descente aux enfers, quoi, quand tu reviens un peu Taxi Driver. Et Donc, après, ça dépend des avis. Mais après, c'est vrai que. Ouais, tout à fait, Après, ouais. je pense qu'il y avait plus de choses. Alors, je sais pas, la réalisation peut-être était meilleure dans Taxi Driver. Après, il faudra que je revoie Rocky comparer les deux œuvres. Mais bien sûr. voilà, je trouve moi déjà que la Palme d'Or a plus de symbolique qu'un Oscar, parce que déjà, quand tu vois Apocalypse Now, et quand tu vois Taxi Driver qui est dans les Palmes d'Or, et Pulp Fiction, Parasite,
Je pense qu'ils ont plus de symbolique que les Oscars. Mais ça sera peut-être dans un autre débat, un autre jour. Mais c'est bien de le dire, c'est bien d'avoir des avis différents. Ça permet de débattre et de réfléchir, de changer un peu de réflexion, d'opinion. Et donc, pour revenir à Wrecking Bull, voilà, après ce débat sur Rocky et Taxi Driver, Wrecking Bull. Alors, c'est quoi Wrecking Bull? Déjà, je vais vous expliquer le contexte. Déjà, la création du film. Martin Scorsese, après Taxi Driver, qui a été un peu le point culminant de sa carrière dans les années 70, a fait encore des films avec De Niro. Je crois qu'il avait fait New York, New York, une comédie musicale qui est franchement très bonne, sympa. Je l'ai pas vu personnellement. Mais moi je l'ai vu et franchement, moi je le conseille franchement, juste pour voir déjà notre cher De Niro jouer du saxophone et le voir, je crois il chante un peu, je sais pas, non, je crois que c'est pas totalement une comédie musicale, mais je sais que parfois il chante un peu trop ça. Une histoire d'amour avec De Niro qui sort de la guerre et qui tombe amoureuse d'une soldat mais qui est en fait une chanteuse. Ça me fait penser un peu, fait un peu penser à La La Land, mais je peux pas dire que c'est moins bien que La La Land, mais c'est différent. Mais franchement, que je conseille aussi, New York, New York. Mais ça fait un échec commercial, parce que tu passes à Taxi Driver, un film très politique, toi, un film très politique, très sombre, très mûr, un film New York, New York qui a été pour Scorsese, il voulait montrer l'amour de ce cinéma de comédie musicale aux gens, mais ce n'a pas plu aux personnes. Donc malheureusement, ça tombe assez mal pour lui. Surtout que, en plus, il tombe dans une période où il se drogue fortement. Il est un peu au plus bas. Mais d'un coup, Robert De Niro lit un livre sur Jake LaMotta, qui est un boxeur des années 40. Et il aime beaucoup ce livre. Et il se dit à son ami Martin Scorsese, il le passe le livre, il dit pourquoi on ne pourrait pas faire ça comme film? D'abord, il hésite et tout, parce que lui, il n'est pas très sport, truc comme ça. Et en fait... d'un coup, il se dit, bon, allez, on va faire ce film. Bon, ce film a eu un échec peut-être commercial et peut-être un peu critique, mais il a quand même fait gagner un Oscar du meilleur acteur, le seul Oscar du meilleur acteur pour De Niro. De Niro avait déjà eu un Oscar du meilleur second rôle pour Le Parrain 2, mais jamais de meilleur acteur. Et rappelons en plus que pour ce film, il s'est encore une fois, comme d'habitude, mais beaucoup investi, puisqu'il a pris, je ne sais plus combien de kilos. Ah oui, je crois plus de 40 kilos, c'est ça qui est très intéressant. C'est un peu le premier à avoir fait ça. Je crois que c'est le premier. Après, je ne suis pas sûr, peut-être que je me gourre, mais pour moi, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu, mes mémoires, c'est que ce serait le premier à avoir, entre guillemets, inventé ça. Tu vois. C'est le premier qui a eu l'audace de se mettre à fond dans ce rôle, à prendre du poids, tu vois. Et ça a donné des futurs acteurs comme Christian Bale, Joaquin Phoenix qui prennent du poids ou qui perdent du poids, vice versa, pour leur rôle et qui s'investissent. Il s'investit toujours énormément et je crois même qu'il il a vécu avec Joe Pesci pendant 3 mois. Pendant 3 mois, pour vraiment s'imprégner, pour vraiment faire comme si c'était des frères. Ouais. Et pour Le Parrain 2, je crois il avait été en Sicile pour vraiment s'imprégner de la... Il a vécu là-bas un petit moment, s'imprégner de la langue, s'imprégner de... Vraiment pour être à fond dans son rôle de Don Corleone. Ouais. Ou même, pour en parler encore de l'investissement de Niro, c'est en gros, il a pour les Untouchables, les incorruptibles, de mettre le même marque de caleçon que. Comment ça s'appelle le méchant. Al Capone. Al Capone, voilà, même marque de caleçon. Donc, c'est pour ça que De Niro, mon acteur préféré, parce que c'est vraiment quelqu'un qui se met à fond dans ses films et il est dans beaucoup de chefs-d'œuvre aussi, dans beaucoup de films un peu moyens parfois, mais bon. Mais Wrecking Bull, c'est vraiment le sommet de l'un de ses films. Je crois que c'est peut-être même la meilleure collaboration De Niro-Scorsese, parce que c'est De Niro qui est le personnage principal de ce film. Je trouve qu'il est peut-être même meilleur que Taxi Driver, et je commence même à me dire pourquoi c'est peut-être l'un de mes films préférés, tu vois. Parce que finalement, si on prend Les Affranchis, qui, pour moi, je pense, qui est quand même le film de Scorsese, je sais pas ce que tu en penses. Moi aussi, c'est le film après, avec... Casino aussi. Casino aussi. Il y en a tellement. Le Loup de Wall Street dans un autre genre plus récent. Mais c'est vrai que là, pour le coup, Robert De Niro est vraiment le personnage central, quoi, alors que dans Les Affranchis, c'est plus c'est ça, c'est secondaire. C'est ça. Même s'il est excellent, évidemment. Mais c'est vrai que dans ce film, c'est la première fois qu'il se met à fond qu'il se met à fond à mettre son poids en valeur. Il disait, il mettait 3 repas par jour. Au début, c'était drôle, il bouffait de la glace, il était content. Et ce que j'ai lu, ce que j'ai lu en regardant le film avec des commentaires audio qui m'a beaucoup appris des choses, c'est que ce film, il s'inspire beaucoup de la vie
de Jake LaMotta. Ils ont eu même des correspondances avec Jake LaMotta. Mais ça aussi, il y a des scènes qui correspondent beaucoup à la vie de Martin Scorsese. Par exemple, à ses disputes familiales, ou un peu comment ça se passait un peu dans la Little Italy. Martin Scorsese imprègne aussi un peu de sa vie dans le scénario, dans l'histoire de la vie de Jake LaMotta. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est pourquoi a-t-il choisi le noir et blanc. Je pense que je ferai une vidéo plus en détail moi-même sur ma chaîne pour Raging Bull. Mais ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, ils ont choisi le noir et blanc parce que c'était l'époque où il y avait tous les films. Il y avait Rocky 2, après d'autres films. Il y avait au moins 4 films cette année-là. Et donc, ils se disent, pour se distinguer, ça serait mieux de faire du noir et blanc. Pour se distinguer. Et aussi, il y avait un problème au niveau des couleurs des gants de boxe qui étaient rouges, sanglantes. Et donc, ça passait peut-être mal à la caméra. Et aussi, il y avait des problèmes au niveau, je sais pas, de la pellicule, un truc comme ça, donc ils ont préféré faire du noir et blanc. Et aussi, c'est intéressant parce que ça peut aussi montrer la mise en scène, ce serait une mise en scène côté noir et blanc, ça fait penser un peu à l'époque des années 40, parce que ça se passe dans les années 40, mais aussi, noir et blanc, ça peut montrer aussi la tristesse un peu de ce personnage, hein. C'est vraiment l'anti-Rocky, c'est le mec... En gros, il est détestable. Il est peut-être bon sur le ring, mais il est détestable. Je crois qu'il a frappé sa femme, je crois. Déjà, il a trompé sa femme avec une gamine qui avait 15 ans. Il s'est marié avec une gamine de 15 ans. Ouais. Il est sexiste, misogyne et tout. Mais voilà, c'est l'époque. On ne peut pas dire c'est un film misogyne parce que le personnage est misogyne. Non, non. Voilà, sinon, tous les films seraient misogynes de Martin Scorsese. Non, c'est les personnages qui sont ça. Mais après tout, il dénonce, tu vois. Il dénonce, ça, il dénonce. Il dénonce. Et franchement, même il y a des moments d'acting excellents. Par exemple, où Joe Pesci doit lui donner des coups de poing dans la gueule pour, je sais pas, pour montrer qu'il est fort. Ça, je sais pas, même des moments avec les relations sexuelles. Toi, je sais pas, tu vois la technicité de ce boxeur. Toi, il se met, je sais pas, des glaçons sur les parties intimes pour se calmer. Il essaie de s'exciter avant un match, mais pas trop pour après. Il défonce tout le monde dans le match. Mais franchement, même les scènes de combat, j'ai lu dans les commentaires audio qu'en fait, il mettait des heures et des heures à faire ces scènes-là. Et il y avait même un plan séquence où lorsqu'il rentre et tout dans le ring, c'était archi difficile à faire parce que tout le monde doit être en chorégraphie, correspondre au bon moment. Et même le caméraman a dû monter dans une grue dans le plan séquence. Est-ce que les combats sont plus réalistes que ceux de Rocky? Ça fait très longtemps que j'ai pas vu le combat de Rocky, mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo sur Rocky et tout, qui avait dit que c'était pas trop le... Parce que Rocky, les combats dans Rocky, il faut savoir que c'est ultra réaliste justement. Ultra réaliste. Et ils prenaient vraiment les coups, quoi. Et genre ils ont dû arrêter le tournage pendant un long moment parce que Stallone, à un moment il était vraiment dans le mal, quoi. Je crois qu'il avait des organes de déplacés ou un truc comme ça, tellement c'était violent. Et ils ont vraiment dû arrêter le tournage. Donc je sais pas si du coup... Je sais pas, mais je sais qu'en fait c'est beaucoup des plans, beaucoup de cuts. Toi, en fait, ils jouent un peu sur la beauté des plans. Franchement, des plans qui sont beaux à voir. Après, c'est vrai que De Niro a dû enchaîner parfois des scènes où il se prenait des points dans la gueule. Et après, Scorsese disait ah non, ça va pas, tu dois reprendre des points dans la gueule. Après, je sais pas où ça a été. Mais c'est beaucoup des plans qui jouent sur la beauté, pas sur la technicité du combat. Je pense qu'il y a des beaux plans, tu vois des plans même assez christiques où tu vois le mec à la fin du round, il est un peu apitoyé sur son sort dans le coin et tu vois qu'il y a les mecs qui lui mettent du sable, de l'eau et plongent avec le sang et après ils font une sorte de truc un peu christique, un peu, je sais pas, lui donne un truc pour un remède, je sais pas, un truc, un gâteau, je pense comme ça. Ça fait assez christique, assez religieux, comme d'habitude chez Scorsese. Mais même, je sais pas, c'est pas un film qui se concentre beaucoup sur les combats de boxe. Les combats de boxe, ça dure 10 minutes dans le film, dans un film de 2 heures. Ça se concentre beaucoup sur son personnage, sur sa vie, sur ses péripéties. En fait, c'est un personnage qui est un peu, c'est un rise and fall, mais malgré le fall, il arrive à rise again, tu vois. En gros, tu vois, c'est pas non plus comme dans les films, les clichés du mec, il monte en suprématie, et d'un coup, il descend, il meurt. Non, là, il monte. Parfois, il y a des péripéties, comme parfois la corruption dans la boxe, il doit se coucher et compagnie. Que là, voilà, ça montre un peu tous les travers, tu vois. C'est pas non plus, c'est assez humain et c'est assez réaliste. Et après, tu vois qu'il est passé de boxeur à quelqu'un qui fait du stand-up à la fin, en ayant pris du poids et tout, et en étant en dispute avec son frère et sa femme. Et même la musique, elle est excellente. Je sais pas, faut voir ce film, franchement. C'est un film de 2 heures.
Et c'est un très beau film, beaucoup humain et aussi, voilà, c'est une leçon de technique. Ok. Donc je vous conseille d'aller voir ce film. Voilà. Et donc voilà, bah, maintenant, on va dire à la prochaine. Mais du coup, est-ce que tu... Parce que moi, personnellement, les films de sport, enfin, qui parlent de sport, que je préfère, c'est vraiment la boxe, quoi. Ouais. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Enfin, il y a toujours des... Je sais pas si t'as vu aussi le film avec Jake Gyllenhaal. J'ai vu une partie du film. Euh, La rage au ventre. Ouais, c'est ça, La Rage au ventre, qui est vraiment un très bon film également, qui explore aussi un autre côté comme ça, vraiment personnel. C'est vraiment pas mal. Et est-ce que tu as vu Million Dollar Baby, Non. qui est, alors, on va pas développer, mais pour ma part, c'est vraiment mon film de boxe préféré. J'aime beaucoup Million Dollar Baby, je te le conseille vraiment, c'est émouvant, etc. Réalisé par Clint Eastwood. Et donc, ça va être le prochain sujet, parce qu'on va parler du cas Richard Jewell. Donc, Richard Jewell, le cas Richard Jewell qui est sorti il y a un mois peut-être, même pas, 15 février. qui parle donc du sauvetage par un agent de sécurité d'une foule dans le parc du Centenaire, donc le Centennial Park, lors des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Et donc évidemment par la suite, le FBI a soupçonné cet homme d'être coupable, tout simplement parce que de vouloir poser la bombe pour ensuite prévenir qu'il y en avait une, tout simplement pour passer pour un héros, puisque le mec était plus ou moins un policier raté, entre guillemets, quoi, parce que c'est évidemment il a eu une carrière assez mouvementée, on va dire, au sein de la police, quoi. Il a eu du mal à s'intégrer, c'est ça. Et donc déjà je vais te donner mon avis sur le film. J'ai trouvé vraiment très bon. C'est vraiment j'ai été pris dedans du début à la fin. C'est vraiment excellent. Alors évidemment ça n'a rien à voir, mais pour prendre le dernier film de Clint Eastwood qui était La Mule, j'avais pas trop accroché à ce film. La Mule, j'ai eu un peu de mal avec ce film. Je trouve que c'était un peu on refait un peu du Gran Torino, mais sans trouver la saveur en fait de Gran Torino, parce que Gran Torino évidemment c'est excellent. Mais voilà, La Mule c'est un peu un retour, genre c'est sympa parce qu'on voit Clint Eastwood à nouveau à l'écran, mais je trouve pas ça très réussi en fait par rapport à ce qu'on a pu voir encore une fois dans Gran Torino par exemple, ou Million Dollar Baby, qui sont des films assez récents. Million Dollar Baby c'est 2004, 2005, c'est quand même assez relativement récent. Et donc là il revient avec après le 15h17 pour Paris, c'est ça? Oui, c'est un film qui parle de ce qui s'est passé, je crois, dans C'est ça, le ouais. métro. Dans le Thalys. Il y a des Américains qui ont été. C'est ça. Les Français à survivre contre des méchants terroristes. Exactement, donc c'est ça, c'est un peu le retour donc de Clint Eastwood dans sa, je dirais, filmo sauvetage du monde par les États-Unis. Ouais. Mais alors je n'ai pas vu le 15h17 pour Paris, mais donc je vais pas en parler. Mais du coup là vraiment dans ce film, on a vraiment le côté très personnel, on a vraiment les réactions de la famille, c'est assez humain, quoi. Vraiment on a le côté très humain. Alors évidemment cet homme a été on a su par la suite que évidemment il n'avait pas posé la bombe, donc qu'il est bel et bien un héros. Et c'est un très bon, ce film c'est vraiment un très bon une très bonne critique des médias, ouais, du journalisme, des médias qui finalement ont gâché la vie de cet homme, quoi. Enfin, partiellement. Les médias, évidemment, tout ce que ça implique, quoi, parce que dans le film, c'est. Il me semble, j'ai fait quelques petites recherches. Le film est très fidèle à la réalité. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un agent du FBI qui a donné des infos à une journaliste, voilà, qui connaissait. Donc après c'est parti vraiment en n'importe quoi. Ils ont fait un article, ça a vraiment gâché la vie de ce pauvre homme, quoi.
Donc on voit vraiment aussi les victimes collatérales finalement, puisque alors cet homme, donc Richard Jewell, est une victime parce qu'il n'a rien fait, mais aussi sa famille, quoi. Enfin, C'est la pression médiatique. c'est ça, la pression médiatique. On voit vraiment les vautours, quoi, les médias qui se précipitent autour de sa maison, etc. Donc vraiment une belle critique des médias, je trouve, qui est faite, peut-être un peu cliché parfois. Ouais, c'est ça que j'ai peur chez Clint Eastwood, c'est ça que je crois que j'ai vu aucun film réalisé par Clint Eastwood. Ah ouais. Parce que j'ai peur toujours de ce côté, nous les Américains, nous sommes les héros du monde, nous les Américains, J'ai peur de ce côté trop patriotique, mais qui s'approche pas trop de la réalité. J'ai peur toujours de ce côté où Clint Eastwood a toujours tendance à magnifier le geste héroïque américain post-11 septembre, tu vois. Bah finalement, moi personnellement, j'ai vu sur la route de Madison, Gran Torino, Million Dollar Baby, bah ce qu'a Richard Jewell et La Mule. Je crois que c'est tout. Il n'y a pas vraiment ce côté qui ressort, quoi. À part quand tu regardes, en fait, tu regardes Gran Torino. C'est vraiment une critique de ça, tu vois. Genre, c'est l'Amérique, genre c'est le mec, le vieux raciste, etc. Qui au final trouve la rédemption, quoi. Donc je sais pas si il veut vraiment faire passer ce message dans ses films. Ah, peut-être plus maintenant, quoi, avec ce que là vraiment avec surtout peut-être avec le 15-17 pour Paris, quoi. Parce que je sais que j'avais lu un article dans l'ouvrage, dans le magazine, la revue mensuelle de cinéma édité par l'Institut Lumière et Actes Sud, positif, que je vous conseille vivement. Parce que les cahiers de cinéma ne vont plus être là d'ici un mois, malheureusement, à cause de l'actionnaire, mais ça, c'est autre chose. Et qui avait fait un article sur le cas Richard Jewell et qui avait parlé de toute sa filmographie depuis 2001, depuis le 11 septembre 2001, qui montrait beaucoup des films où il montrait le côté un peu, je sais pas comment dire, le côté héroïque, les gestes héroïques de certains humains contre une société qui est de plus en plus corrompue ou qui est un peu plus malsaine. Avec par exemple Sully, je n'ai pas vu le film, mais je sais que j'ai lu ça, Sully, avec Tom Hanks. J'ai vu aussi celui, ouais. Mais comme nous en plus on est en culture média, toi j'aimerais bien savoir ton avis un peu. On avait une conférence sur la justice et sur les médias vus par le cinéma. On avait vu un extrait des bûchers des vanités, un extrait de quoi d'autre aussi. Plein d'autres films, The Wire, je crois, qui parlaient des médias et tout ça d'après. Ouais. T'avais bien écouté. Hein, ouais. C'est bien ça d'avoir des films qui parlent des médias et savoir les comparer après. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, mais c'est comme nous on est dans une sorte de licence comme ça, c'est intéressant de voir avec le cours les liens qu'il peut avoir dans le film, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est super intéressant, quoi. Et c'est vrai que ici, on a évidemment aussi le côté justice, quoi. Même si ça transparaît moins que le côté vraiment médiatique, le côté pression. Vraiment le mec, on essaie vraiment de l'endormir, quoi. Vraiment, c'est abusé. Les personnages sont très attachants. Même l'avocat qui est joué par Sam Rockwell. Sam Rockwell qui est un très bon acteur. On peut le voir aussi dans Jojo Rabbit cette année. Dans Jojo Rabbit, ouais. Non, je l'ai pas encore vu Jojo Rabbit, non. Qu'on peut également voir dans le super film Iron Man 2. Et dans La Ligne Verte. Dans La Ligne Verte, oui, c'est effectivement. Le frappadingue. On va pas spoiler, quoi, mais. Le frappadingue. C'est vrai, j'ai tendance à l'oublier. C'est un acteur qui. Bah, ça me recolle un peu sous-côté, peut-être. Je crois que si il jouait dans le film, je l'ai pas vu, mais je crois que vous avez vu, c'est avec Frances McDormand. Three Billboards, ouais. Et encore une fois, qui peut paraître un peu dur ou quoi au début, mais qui est toujours très juste, il est toujours là pour aider cet homme, Richard, quoi. Et alors le personnage, donc la mère, du coup interprétée par Katie Bates, bah évidemment c'est Katie Bates, donc toujours exceptionnelle, quoi. J'ai vu 0 film avec cette actrice. Titanic. Ah bah si, j'ai vu Misery également. J'ai pas vu Misery. Misery, non. C'est quand j'entends parler d'elle, je vois toujours cette femme qui joue dans une adaptation de Stephen King. Ouais, c'est ok, ouais. Et donc voilà, bah moi pour ce film, encore une fois, je peux que vous le conseiller. Ça passe très vite finalement parce qu'on est vraiment. Il y a toute une partie au début du film, du coup, qui relate. Alors on a une petite intro forcément, une petite partie où on voit ce qu'était Richard Jewell avant les événements. Et après on a vraiment une partie
Une grosse partie, hein, ça doit bien faire une demi-heure, un truc comme ça. Une demi-heure, trois quarts d'heure peut-être, je sais pas. Où on a les événements. Donc on voit vraiment ce qui se passe et c'est assez, c'est plutôt bien fait quoi. 3 quarts d'heure, quand même, je pense que ça aurait été. Ouais, peut-être moins, peut-être moins. Est-ce que j'ai pas trop la notion Oui, quand oui, t'es du dans la temps, salle quoi, ouais. Ça Mais fait déjà 5 heures que tu es dans la salle. ouais, c'est ça, ouais. Non, ça dure un petit moment, mais c'est assez bien. T'es vraiment, Ouais. c'est très immersif quoi. T'es vraiment en mode, ok, limite, ça pourrait durer tout le La film. forme aussi, elle est bonne, c'est ça. C'est ouais, c'est ouais, très, tout à fait. Bah après, je veux dire, ça reste du Clint Eastwood quoi. Et donc, on a ensuite, du coup, forcément, tout ce qui est, on va suivre le personnage essayant de se battre contre les médias, contre l'injustice finalement, contre la corruption, on va dire. Alors les agents du FBI dans ce film sont très méprisables quoi. Vraiment, t'as pas envie de. C'est ça, ouais. Ouais, Les c'est bons gens, vraiment- bonsoir, au revoir. Tu vois qu'en fait, il manipule cet homme, quoi. Limite, il le prenne un peu pour un con, quoi. Une critique du FBI. Ouais, c'est ça, bah, c'est. Qui fait un peu mal son boulot, entre guillemets, quoi, dans ce film. Bah, il le fait très mal, même. Et comme le dit si bien Richard Jewell dans ce film, il vaudrait mieux se concentrer sur le vrai coupable, finalement, quoi. Donc, plutôt que de perdre du temps sur lui alors qu'il n'a rien fait, quoi. Et très intéressant également ce qu'il dit, c'est que en se concentrant sur cet homme, et ben après, si ça arrive à nouveau, forcément, les mecs vont se dire bah il y a un colis suspect, je vais pas y aller parce que après on va m'accuser de telle ou telle chose. Donc vraiment ce film, je peux que le conseiller encore une fois, c'est vraiment un très bon film. Un bon retour de Clint Eastwood qui, rappelons-le, a 89 ans, ouais. Peut-être 90 même, je crois. 90, 89 je crois. Un truc, ouais, Bah, c'est... en tout cas, Et il est encore debout quoi. Il fait un film par an quasiment. Et donc, peut-être son dernier. bah espérons que non, mais Espérons que non, mais on sait qu'il y a plus de temps, moins de temps avant. Je sais pas comment dire. ouais, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a Ouais, plus trop de temps. Tu vois. ouais, C'est il très est bien plus qu'il près va de, sortir, ouais, il est plus proche de la 10 fin films, que tu vois, c'est plus proche de la fin que du début. proche du début. Malheureusement. Malheureusement. Et il faut savoir aussi qu'à la base, le personnage donc de Richard Jewell devait être joué par Jonah Hill. Ah oui, ah. Et que l'avocat du coup joué par Sam Rockwell devait être joué par Leonardo DiCaprio. Ah. Qui du coup, alors Leonardo DiCaprio du coup est producteur sur ce film. D'accord. Voilà, donc il était dans le projet dès le début. Il a aussi joué dans un film de Clint Eastwood, je crois que c'est J. Edward, je sais pas. Ouais, c'est ça, J. Edgar, ouais. Sur le FBI, Ouais. justement, j'ai pas vu non plus, faudrait que je le vois. Sur le patron du FBI, je crois. Voilà. Et pourquoi ils ont refusé? Est-ce que c'est pourquoi Jonah Hill n'est pas. Ça s'est pas fait, au final, c'est parti sur. Ça devait pas être Clint Eastwood à la base, et c'est lui qui arrive pas le projet, puis bon, forcément, sûrement des problèmes d'emploi du temps, quelque chose comme ça, quoi. Surtout DiCaprio en ce moment. En plus, DiCaprio qui va être dans le prochain Martin Scorsese avec Robert De Niro. Ah, ça Qui sera risque. Un western. Mais espérons que le coronavirus, bien sûr, faire une blague sur le coronavirus dans une vidéo, que ça ne va pas infecter ce film, parce que ce film-là devrait sortir fin 2021. Et ce serait le premier western de Martin Scorsese, avec, je crois que ça parlerait un peu de tout l'univers, un peu colon, je pense, comme ça, des crimes qu'il y a eu, avec De Niro en grand méchant et, Ah, ça s'annonce. et DiCaprio en grand gentil, entre guillemets. Ce duel face à face, tel un grand duel comme on avait vu avec Michael Mann dans Hit, le duel entre Al Pacino et De Niro. Encore un duel entre deux très bons acteurs qui sont DiCaprio et Robert De Niro qu'on attend avec impatience. Voilà, ça s'annonce exceptionnel, quoi, avec ces deux acteurs, clairement. C'est ça. Ça va être un des films les plus attendus, je pense. Ouais. Ils ont déjà tourné ensemble, mais il y a longtemps, quoi. Il y a vraiment longtemps. Ouais. Je sais même plus le film, d'ailleurs. Ah oui, c'est un film, c'est même là qu'en fait De Niro a parlé de DiCaprio à Martin Scorsese. Ouais, ok, Et ouais. en fait, Martin Scorsese, au début, il pense. DiCaprio avait joué dans un film où il faisait le rôle d'un handicapé. Et DiCaprio n'était même pas nominé aux Oscars parce que les Oscars pensaient, comme Martin Scorsese, qu'il était vraiment un handicapé, alors que non. Et je sais pas non plus le titre du film. Mais Ouais, franchement, voilà. Gilbert Grape avec Johnny Depp. Voilà. Mais franchement. Heureusement que les mentalités évoluent quand même, quoi. Ouais. Mais ouais. Ce serait le premier grand face-à-face de Niro et DiCaprio, dirigé par le grand Scorsese, c'est les deux acteurs fétiches de Scorsese. Donc hâte de voir ça.
Et ben, nous sommes à combien de minutes de vidéo? Nous sommes bientôt à 30-40 minutes de vidéo. Ah bah ça passe vite. Et ben ça passe vite le temps, voilà. Eh ouais. Bon, on a déjà fini la journée, bon, c'est bon. Bon, voilà. Bon bah moi c'était un plaisir d'être là en tout cas. Voilà, en plus, franchement, pour une première, tu m'as surpris, voilà. Ah, merci. Là, il surprend toujours, Valentin. Je te laisse, Il surprend toujours. Bon, de toute façon, Je te laisse le mot de la fin. Ouais. voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé ce format, peut-être long, mais bon, plus c'est long, plus c'est bon. Comment? Faudra couper ça au montage. Voilà. Et- Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire si vous aussi vous avez des films à conseiller, ce que vous pensez de ces films. Et surtout, voilà, n'oubliez pas, comme je dis à chaque fin de vidéo, que le cinéma, ce n'est pas que le cinéma, c'est aussi la vida, c'est-à-dire la vie en espagnol, si vous ne comprenez pas. Voilà. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, et vive le cinéma.